Le mot. C'est quoi le mot? M-O-H-O. Eh bien, pour tout dire, c'est une discontinuité qui sépare la croûte du manteau. Donc ce mot que nous allons essayer de mettre en évidence grâce à la propagation des ondes sismiques, qui, je vous le rappelle, constitue un outil pour déterminer la structure interne du globe, eh bien ce mot, nous allons pouvoir essayer de le mettre en évidence à l'aide d'un sismogramme. Sismogramme, c'est le résultat de l'enregistrement d'un séisme à l'aide d'un sismographe, dont je vous ai parlé dans le cours précédent. Donc quelquefois, lorsque les ondes P, par exemple, se propagent dans ces deux milieux, eh bien, on peut réussir à mettre en évidence ce mot avec sa profondeur et ses caractéristiques, puisque nous savons que les ondes sismiques se propagent plus vite dans les milieux de densité plus important, autrement dit là où les roches ont une densité plus forte, eh bien, les ondes vont accélérer. Et si par exemple les ondes passent d'un milieu où la densité est moins importante que dans la roche précédente, dans laquelle elles avançaient déjà, eh bien ça veut dire qu'elles accélèrent. Autrement dit, si vous avez une certaine densité, il y a une certaine vitesse. Si vous augmentez la densité, la vitesse augmente. Si vous diminuez la densité, la vitesse diminue. Bon, voilà, c'est une propriété des ondes qui ressemble un petit peu à ce qui se passe au niveau des ondes lumineuses. Bon, c'est un petit peu le même principe. Donc nous savons que le globe terrestre, donc ce qui est à l'intérieur de la Terre, dans les profondeurs de la Terre, eh bien il y a des couches qui sont plus ou moins concentriques et qui sont séparées justement par ces discontinuités que l'on appelle des discontinuités majeures. Alors, pour être plus clair, mais nous allons préciser un petit peu plus tout à l'heure, l'objectif, n'oubliez pas, c'est de mettre en évidence le mot, c'est-à-dire une discontinuité qui sépare la croûte du manteau. Alors, il n'y aura pas un tapis entre les deux couches de roches, mais seulement il y a, admettons, vous avez des roches qui s'arrêtent à ce niveau-là, donc ce sera le gabbro, et bien, puisque le socle océanique est constitué par du basalte et en dessous il y a du gabbro. Donc sous le gabbro, il y a le manteau. Donc il y a une roche du manteau que l'on appelle la roche péridotite. Donc la roche du gabbro aura une certaine... Alors, donc je remonte un petit peu plus haut. Le basalte donc, aura une certaine densité. Le gabbro a une autre densité et la roche du manteau en dessous a encore une autre densité. Et ce qui fait que les ondes, quand elles vont se diriger vers le bas, donc en traversant les basaltes, puis les gabbros, elles vont se retrouver à un moment donné dans la roche du manteau qui sera la péridotite et qui aura une densité supérieure. Donc ça veut dire que si on passe d'une densité à une autre densité beaucoup plus importante, enfin relativement beaucoup plus importante, eh bien ça veut dire que les ondes vont accélérer. Un peu comme si vous vous mettiez un coup d'accélérateur lorsque vous conduisez une voiture. Un coup d'accélérateur, donc vous augmentez la vitesse, ou vous passez les vitesses, ça veut dire que vous accélérez. Bon, vous accélérez, vous décélérez, etc. Eh bien, les ondes sismiques, ce sera un peu le même principe. Et si on ne connaît pas les choses, mais si on voit qu'à un moment donné, la roche a accéléré, eh bien, si elle a accéléré d'une valeur, par exemple, pour atteindre une valeur de 8 km par seconde, 8 km par seconde, on sait bien, et on va le découvrir après, qu'on serait dans la péridotite. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, au niveau du sismogramme, si on détecte par les calculs une vitesse de 8, ça veut dire que les ondes ont bien traversé la péridotite. Voilà. Bon, donc c'est pour vous prendre un exemple et donner l'idée générale du cours qui va vous permettre de déterminer la profondeur du mot et de voir quelles roches sont traversées à tel ou tel endroit. Bon, alors, bien sûr, dans d'autres cours, on précisera encore plus, notamment par rapport à la lithosphère, la sténosphère, etc. Mais là, on reste juste dans la continuité de
du cours que nous avons fait précédemment, alors il y a 2 cours ou 3 cours, je ne sais plus, où il y avait une différence entre les domaines océaniques et continentaux. Puis on a déterminé donc les roches de la croûte terrestre, c'est-à-dire roches, croûte continentale et croûte océanique. Croûte continentale, c'était le granit, donc le socle granitique. Couche océanique, c'était le basalte avec en dessous les gabbros. Et ensuite, donc, on a essayé de mettre en évidence le fait que, dans un autre cours encore, que les ondes sismiques sont un outil qui permet de déterminer la structure interne du globe. On avait mis en évidence donc des vitesses qui pouvaient accélérer ou ralentir, et mettre en évidence le fait qu'il y a bien une croûte, un manteau, un noyau. On avait vu qu'il y avait ces discontinuités. Alors, on n'avait pas vraiment parlé de discontinuité, parce qu'aujourd'hui, le but, c'est de mettre en évidence justement une discontinuité à travers un exemple. Cet exemple, c'est celui du mot. Bon, j'ai assez discuté là-dessus, maintenant il faut passer à du concret. Donc comment on peut se poser le problème suivant, c'est comment un sismogramme peut-il permettre de mettre en évidence ce mot, ce fameux mot, qui est une séparation entre une roche et une autre roche. Alors attention, c'est pas... si par exemple vous posez un meuble sur un sol, le meuble, imaginons, c'est le gabbro, et le sol, imaginons, c'est la péridotite. Donc vous voyez, vous posez le meuble, et vous avez le meuble sur le sol. Donc on a bien, à un moment donné, le gabbro qui s'arrête d'un coup, et la péridotite qui prend place d'un coup. Et là, on a, entre les deux, une séparation virtuelle, en fait, réelle mais virtuelle, difficile à saisir en fait, mais on l'appelle la discontinuité. Bon, donc voilà. Alors vous avez des activités possibles que vous allez pouvoir faire en laboratoire avec votre enseignant, mais là, bon, on passe les activités, on donne directement les résultats. Alors vous avez je vais vous donner quelques précisions concernant la densité et la vitesse des ondes P. Alors on ne travaillera pas sur la vitesse des ondes S, pour X raisons, mais on pourrait le faire aussi. On va travailler sur la vitesse des ondes P. P pour ondes premières, donc vitesse des ondes premières. Pourquoi premières? Parce que ce sont celles qui arrivent en premier. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus rapides, donc elles arrivent en premier au niveau de l'enregistrement d'un sismographe. Donc, je répète, je vais vous donner quelques précisions concernant la densité et la vitesse des ondes P dans le granit et ensuite dans le basalte, puis dans le gabbro. Donc ce sont les roches de la croûte continentale et de la croûte océanique. Granit, croûte continentale, basalte et gabbro, croûte océanique. Alors la roche, si on part du granit, la densité, alors on avait calculé la densité dans un autre cours, on avait trouvé à peu près 2,7. Alors la densité n'a pas d'unité, mais si on voulait mettre des unités, on aurait la masse volumique. Masse volumique, c'est une masse sur un certain volume. Donc ça ferait par exemple 2,7 grammes par centimètre cube ou par millilitre, c'est pareil. Bon, là on a la densité qui est à 2,7 et la vitesse des ondes P dans le granit, elle est de 6,25. Donc vous voyez que si sur le sismographe on trouve une vitesse par des calculs de 6,25, ça voudrait dire qu'on est dans le granit. Donc on déduirait que l'on est dans le granit. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur le terrain, puisqu'on est dans le laboratoire avec un sismomètre, ou sur le terrain avec un sismomètre, mais on n'est pas dans là où les ondes se propagent. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Bon, ça veut dire qu'il faut déduire par des mesures, en sachant qu'on a une vitesse des ondes P de 6,25 km par seconde dans le granit, on déduirait que c'est du granit que l'onde a traversé. Bon, j'insiste lourdement, mais bon, c'est important que vous compreniez bien, sinon c'est pas la peine de suivre le cours. Enfin si, il faut suivre le cours justement. C'est paradoxal, mais il faut suivre le cours pour comprendre, mais vous pouvez comprendre aussi pour confirmer que vous avez compris. Bon, ça peut être ça aussi. Maintenant, dans le basalte, la densité est 2,9. Donc vous voyez, par rapport à 2,7 du granit, 2,9, on augmente. Dans le gabbro, on aurait une densité de 3.
Donc ça veut dire que plus on descend, alors dans le granit, donc c'est 2,7, mais dans la croûte continentale, on aurait 2,9 et en dessous, on aurait 3. Donc ça veut dire que la densité augmente. Donc on peut s'attendre à ce que si la roche traverse le granit pour aller dans le manteau, tout à l'heure le manteau je vous ai dit 8, bon, si on a 6,5 dans le granit, puis on bascule sur 8 dans le manteau, parce que la péridotite, la vitesse c'est des ondes C8, bien, vous voyez, on aurait entre 6,25 et 8 une brusque accélération au niveau de cette fameuse discontinuité. Enfin, lorsque l'onde passe la discontinuité. Et donc, ces ondes peuvent être repérées éventuellement sur le sismogramme. Ensuite, basalte et gabbro, on a 2,9, enfin, on a une vitesse de 6,65 dans le basalte, 7,25 dans le gabbro. Donc vous voyez, les vitesses augmentent lorsque la vitesse des ondes augmente lorsque l'on descend des basaltes vers les gabbros au niveau de la croûte océanique. Donc ça veut dire qu'il y a des petites accélérations, il y a une petite accélération entre le basalte et le gabbro. Donc là, on aurait une petite discontinuité dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Mais quand même, on passe d'une vitesse de 6,65 à 7,25 quand même. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une petite accélération. Et puis, sous le gabbro, il y aura la péridotite du manteau. On aura une vitesse de 7,25 dans le gabbro et 8 dans la péridotite. Donc on a encore une brusque accélération. Alors que dans la croûte continentale, on passe du granit à la péridotite, on a une accélération. Mais dans la croûte océanique, on a le basalte, le gabbro et le manteau, donc la péridotite du manteau. Donc on aurait une première accélération entre le basalte et le gabbro et une deuxième accélération entre le gabbro et la péridotite. Bon. Alors, nous verrons qu'il faudra ajouter donc une autre roche. Je vous en ai parlé de manière un peu anticipée, qui est la péridotite, qui est une roche du manteau. Donc la densité, alors j'anticipe un petit peu les choses, hein. Sachez tout de suite que la densité de la péridotite, c'est de 3,3. Donc vous voyez, quand le gabbro c'était à 3, là on a 3,3. Donc la roche est un petit peu plus dense quand même, un petit peu plus condensée. Et la vitesse, je vous ai dit, des ondes P dans la péridotite, c'est 8 km par seconde. Donc vous voyez que tout est logique par rapport aux données que je vous ai proposées. Granit, vitesse 6,25, basalte, vitesse 6,65, gabbro, vitesse 7,25, et si on raisonne par rapport à l'arrivée dans la péridotite, vitesse 8. Donc vous voyez que ce soit à la fin du granit ou à la fin du gabbro, il y a bien une accélération lorsque l'onde passe cette discontinuité pour arriver dans le manteau. Donc voilà. Ensuite, précisons encore un petit peu plus. Essayons de mettre en évidence cette discontinuité croûte-manteau de manière un peu plus... alors, je vais répéter un peu les choses. En fait, je répète souvent. Bon. D'abord, l'étude du sismogramme va vous permettre de mettre en évidence les ondes P. Oui, mais c'est pas si simple que ça. Parce que, imaginons, vous avez la croûte. Sous la croûte, il y a le manteau. Les ondes sismiques se comportent un petit peu comme les ondes lumineuses. Ça veut dire que si vous avez un séisme à une certaine profondeur, eh bien, vous savez que les ondes sismiques se propagent vers la profondeur. Et puis, arrivé à une certaine profondeur, eh bien, les ondes vont pouvoir subir une réflexion, c'est-à-dire retourner vers la surface. Donc ça veut dire, imaginons les ondes arrivent comme ça, imaginons il y a une discontinuité ici, entre la croûte, la croûte et puis le manteau. Donc ici, vous imaginez une ligne imaginaire, donc je fais un petit peu plus haut, donc une ligne imaginaire, les ondes arrivent comme ça, hop, et arrivent sur la discontinuité. Et bien là, vous tracez la normale par rapport à la discontinuité, c'est-à-dire la perpendiculaire. Et puis vous avez donc un angle, alors j'essaie de bien le faire, vous avez un angle ici, un angle alpha,
Et lorsque l'onde arrive sur ce point-là, au niveau de la discontinuité, elle se réfléchit en formant un angle alpha qui est le même, en fait. Donc ça veut dire qu'elle retourne vers la surface, et si vous vous mettez à cet endroit-là un sismographe, il va enregistrer l'arrivée des ondes, que l'on appellera les ondes PMP. PMP, ondes P, mais appelées PNP, qui sont les ondes réfléchies, et qui auront en théorie la même vitesse que les ondes incidentes. Donc les ondes réfléchies ont la même vitesse que les ondes incidentes. Oui, mais c'est pas tout. Parce que ces ondes P vont être séparées en ondes PN et en ondes PG. Vous prenez un séisme. On a dit qu'il se propage dans les 3 directions à l'intérieur du globe. Eh bien, ces ondes, à partir du foyer, vont aller, alors pour certaines vont aller vers la discontinuité, avec une réflexion éventuellement, avec une réflexion, c'est à coup sûr, mais certaines, à partir du foyer, vont aller directement sur le sismographe. Donc, ces ondes P, G, sont des ondes directes. Donc, ils vont parcourir un chemin beaucoup plus court que les ondes P, M, P éventuellement. Éventuellement. Bon. Donc, autrement dit, les ondes PG sont directes et les ondes P, N sont des ondes qui ont subi une réfraction. Donc, autrement dit, ces ondes PN, une fois qu'elles sont arrivées, une fois qu'elles ont atteint la discontinuité, eh bien certaines vont passer dans le manteau et donc vont accélérer. Et comme on a une espèce de courbe, constitue que la Terre est courbe, donc à un moment donné, comme on a cette couche concentrique de croûte océanique et un peu la même chose pour le manteau, eh bien à un moment donné, cette onde PN va retourner dans la croûte. Et comme on passe du manteau avec de la péridotite à la croûte avec du gabbro ou du granit, ça dépend dans quelle croûte on se situe, mais ça veut dire que ces ondes vont ralentir un petit peu. Mais globalement, sur le sismogramme, on se retrouve avec une première arrivée d'ondes PN, donc qui sont plus rapides que les ondes qui arrivent sans qu'elles aient traversé la discontinuité. Donc soit des ondes réfléchies, soit des ondes directes. Et à ce moment-là, on a bien sur le sismogramme l'arrivée des ondes PG, qui sont des ondes directes. Vous avez compris ? Autrement dit, les ondes P sont séparées en ondes PG directes qui arrivent à la station sismique. Elles ont une certaine vitesse et on peut, donc elles font sur le sismogramme des ondes, en fait. Bon. Et puis on remarque sur le sismogramme que l'on a des ondes P qui sont arrivées beaucoup plus vite, en avance en fait, par rapport aux ondes PG. Et ces ondes-là, ce sont ces ondes qui ont bien été réfractées, qui sont passées dans le manteau, puis qui sont revenues dans la croûte ensuite pour venir se mettre à la station sismique. Alors, si par exemple vous avez une station 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez très bien ne pas avoir d'ondes PN aux stations 1, 2, 3, 4. Pourquoi ? Parce que c'est le temps de traverser, enfin le temps que les ondes s'enfoncent, traversent la discontinuité, parcourent une partie du manteau et reviennent dans la croûte pour ensuite arriver seulement à la station 5 et pas aux autres avant. Mais on peut très bien avoir les autres avant également. Ça dépend. Bon, ça dépend à quel endroit se fait le séisme. Bon, si vous avez un séisme à 10 000 km, ce que vous allez recevoir sur le sismogramme, c'est pas la même chose que si vous avez un séisme à 2 km. C'est pas la même chose. Donc voilà, ça dépend. Mais globalement,
Donc je répète un petit peu les choses. Globalement, vous avez les ondes P qui sont séparées en 3 ondes P, N, qui arrivent rapidement, ondes PG qui n'ont pas subi de réfraction, et ondes PMP qui sont des ondes réfléchies. Voilà, donc les ondes PN sont des ondes qui ont été réfractées en franchissant une discontinuité, et cette discontinuité, c'est le MOO, ce fameux MOO qui sépare la croûte du manteau. Donc soit la croûte continentale, soit la croûte océanique. Alors les ondes PN sont des ondes plus rapides que les ondes PG qui sont, elles, directes. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont directes qu'elles sont plus rapides, c'est parce que ces ondes PN sont allées dans le manteau, où la vitesse est de 8 km par seconde. Alors que dans la croûte, ça dépend de la croûte, mais imaginons le granit, la vitesse, alors on avait dit, c'est de à peu près 6,25. Vous voyez, entre 6,25 et 8, il y a une différence de vitesse. Donc ça veut dire que une même onde a la capacité d'accélérer ou de ralentir. Voilà, c'est un peu comme une voiture. Vous pouvez accélérer, vous pouvez ralentir. C'est un peu le même principe. Bien là, une onde, vous imaginez que vous êtes sur une onde, elle peut accélérer ou ralentir. Et puis quand elle est dans la croûte continentale, admettons, vous avez une vitesse de 6,25. Puis lorsque vous traversez la discontinuité, hop, vous mettez la vitesse supérieure pour monter à 8 km par seconde. Voilà, donc divisé en 3, PG ondes directes, PN ondes plus rapides qui sont réfractées et accélérées, évidemment, à cause de la densité de la roche qui est plus forte, et puis les ondes PMP qui sont des ondes réfléchies. Donc voilà, alors quelle est la profondeur du MOO? Alors ça dépend, si vous êtes dans la croûte continentale, c'est à peu près une trentaine de kilomètres, et si vous êtes dans la croûte océanique, c'est entre 7 et 10 km à peu près. Donc l'épaisseur de la croûte océanique, la croûte océanique est moins épaisse que la croûte continentale. Bon. Donc ça veut dire que on a bien mis en évidence une discontinuité, donc ce fameux MOO. Et donc le MOO, il sépare la croûte du manteau. Les ondes P vont à VP égale 6,3 km par seconde dans le granit de la croûte continentale. Ces ondes P vont à une vitesse de 8,1 km par seconde dans la péridotite du manteau. Et là, on met bien en évidence le fait que l'on a bien une accélération dans le manteau ou une décélération lorsqu'on passe du manteau à la croûte, en fait. Donc on a une accélération d'un côté et puis une décélération de l'autre. Donc je pense que vous avez compris un peu le principe. Donc vous avez une roche qui est d'origine relativement profonde, donc en tout cas en dessous de la croûte continentale ou océanique. Et cette fameuse roche s'appelle la péridotite, qui est une roche que l'on peut retrouver lors d'éruptions volcaniques, en fait, lorsque des petits morceaux de manteaux sont arrachés au niveau de la poche de magma, de la cheminée, etc. Vous avez des petits morceaux de péridotite qui peuvent se retrouver en surface. En Auvergne, par exemple, si vous allez en Auvergne, vous avez des endroits où vous pouvez trouver de la péridotite, qui est une roche. Alors nous allons faire la description de la roche après, mais qui est une roche qui est grenue, en fait. Alors, donc la péridotite, nous allons essayer de faire son étude à l'œil nu et en lame mince tout à l'heure. Mais d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que la péridotite, elle est constituée de feldspath plagioclase, d'olivine et de pyroxène, que l'on va mettre en évidence après. Alors, donc, si on résume un petit peu pour ces vitesses, en fait, si les ondes PG ont une vitesse de 6,3, on en déduit qu'elles ont traversé la croûte continentale. Ça veut dire qu'au niveau du sismogramme, si vous faites vos calculs et vous vous apercevez que cette vitesse est de 6,3, comme tout à l'heure on a dit que la vitesse des ondes P dans la croûte est de 6,3 à peu près, eh bien on déduit bien que ces ondes ont traversé la croûte continentale. Si les ondes PG ont une vitesse de 6,65,
eh bien ça veut dire, on déduit que ces ondes ont bien traversé 6,65. On avait dit que c'est le basalte. Donc que c'est le basalte. Donc qu'elles ont bien traversé la croûte océanique, mais le basalte de la croûte océanique. Si les ondes PG ont une vitesse de 7,25, eh bien on en déduit que les ondes ont bien traversé le gabbro, en fait, le gabbro de la croûte océanique. Donc rappelle que les ondes PG sont les ondes directes. Alors, si on a des ondes qui ont une vitesse de 8 sur le sismogramme, si on fait ce calcul, on dit que c'est une onde P, mais on s'aperçoit que par rapport à son temps d'arrivée, elles ont été plus vite que les ondes PG. Donc ça veut dire que, imaginons on calcule une vitesse de 8, eh bien on déduit bien qu'elles ont traversé le manteau. Voilà, tout simplement. Donc, les choses ne sont pas compliquées, à condition de raisonner, donc de réfléchir. Alors maintenant, je voudrais vous donner quelques informations sur l'identification des minéraux de la péridotite. La péridotite, donc, c'est une roche du manteau. Et cette roche du manteau, c'est une roche plutonique. Ce n'est pas une roche volcanique, ce n'est pas une roche métamorphique, c'est une roche qui est bien plutonique. Donc qui est formée par du magma qui a refroidi tout doucement en profondeur. Alors, du moins lorsqu'on a la roche dans la main et que la structure est entièrement grenue, c'est-à-dire entièrement constituée de petits grains et sans microlithes. Évidemment, s'il y a des microlithes, ce n'est plus de la péridotite. Donc on a dans cette roche plutonique que l'on appelle la péridotite et que l'on trouve dans le manteau, on a de l'olivine, des pyroxènes et des feldspaths plagioclases que je vais vous redécrire tout à l'heure, même si je l'avais fait déjà pour déterminer les roches de la croûte continentale, les minéraux des roches de la croûte continentale. Juste une petite note sur, vous avez une péridotite qui peut être altérée quelquefois par l'eau lorsqu'elle se retrouve en surface dans ce que l'on appelle des ophiolites, qui sont des séries de roches dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais on peut trouver de la péridotite, mais péridotite un petit peu spéciale, que l'on appelle serpentinite. Pourquoi? Parce que c'est de la péridotite qui s'est trouvée altérée par l'eau au niveau des ophiolites. Et à ce moment-là, donc les principaux minéraux, alors c'est une roche dans ce cas qui n'est plus plutonique, mais qui est métamorphique, parce qu'elle a subi une transformation. Donc on trouve à ce moment-là de la serpentine, de l'olivine et des pyroxènes dans cette roche. Et serpentine que l'on ne trouve pas évidemment dans la péridotite du manteau, parce que sinon ce ne serait pas une roche plutonique, ce serait si on trouvait de la serpentine dans la péridotite, ce ne serait pas de la péridotite, ce serait un dérivé de péridotite qui a subi un métamorphisme. Alors maintenant essayons de comprendre. Est-ce que cette roche contient, alors je vais vous poser une petite colle, est-ce que cette roche contient de l'olivine? Alors la réponse est oui. Décrivons l'olivine. L'olivine que vous trouvez également dans les basaltes, les gabbros. Alors, donc l'olivine que vous trouvez également dans les basaltes, les gabbros, et la péridotite, évidemment, puisqu'on vient d'en parler. Donc la formule chimique, c'est MgFe, le tout 2 fois, SiO4, avec soit un pôle magnésien, soit un pôle avec du fer à 100% ou du magnésium à 100%. Donc on aurait Mg tout seul, ou Fe tout seul avec SiO4, évidemment. Et puis on a tous les intermédiaires, MgFe. On n'a pas que... Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Donc l'olivine, si on regarde l'olivine, eh bien à l'œil nu, ce minéral olivine est vert olive. Il a une couleur verte olive. Et puis il y a un aspect granuleux vitreux. Et la texture est entièrement cristallisée, donc c'est entièrement grenu. Il n'y a que des petits cristaux. Si on regarde en lumière polarisée non analysée, alors je vous ai fait un cours sur la polarisation, donc là je ne reviens pas dessus, je vous dis simplement en lumière polarisée non analysée, eh bien vous voyez quelque chose, des cristaux qui sont relativement
incolore avec des contours arrondis. Incolore, donc c'est un minéral relativement incolore. Vous avez des traces d'altération et vous avez des contours qui sont bien marqués. Vous avez un fort relief. Fort relief, donc... et puis vous avez en général une forme qui est relativement arrondie ou prismatique et avec présence de très nombreuses craquelures. Donc vous avez ces olivines qui sont parmi d'autres minéraux, les deux autres que je vais vous citer après. Et si vous regardez en lumière polarisée analysée, là vous avez de superbes couleurs qui vont apparaître. Donc vous avez des teintes qui sont très vives, qui peuvent être violettes, donc ça peut être violet, bleu, vert, jaune, rouge, et vous avez une extinction droite au niveau de la lumière polarisée. Donc voilà, donc vous avez de l'olivine. Ensuite, je vais vous poser une question. Vous allez me dire, est-ce que la péridotite contient du pyroxène? Alors vous allez me dire oui, et vous aurez raison. Alors essayons d'étudier le pyroxène. Alors vous avez dans le pyroxène, vous avez clinopyroxène, par exemple type augite et diopsine, et pyroxène type jadéite. Alors, donc je vous ai dit qu'il y a des pyroxènes. Alors, vous pouvez trouver des pyroxènes type clinopyroxène, et avec éventuellement type augite et diopsine, donc dans les péridotites. Donc, allons-y pour les clinopyroxènes, qui sont une variante de pyroxène, en fait. Donc si vous regardez à l'œil nu, globalement, vous avez un minéral qui est sombre, brun ou noir, avec un aspect vitreux métallique et des couleurs assez sombres. Vous pouvez avoir également des couleurs brun verdâtre. Et puis vous avez un aspect qui est relativement vitreux, à opaque, donc entre vitreux et opaque, avec des reflets métalliques. Voilà. Donc avec des couleurs de toute façon qui sont assez sombres. Donc voilà pour l'œil nu. Et puis, alors toujours évidemment, ce pyroxène est avec les olivines et l'autre minéral dont je vais vous parler après. Toujours dans la structure grenue, il n'y a pas de microlithes à l'intérieur. Il n'y a que des phénocristaux, c'est-à-dire des gros cristaux, les 3 cristaux que nous étudions en ce moment. En lumière polarisée non analysée, eh bien vous voyez quelque chose qui est entre gris et blanc. Donc c'est légèrement coloré, donc les cristaux sont légèrement colorés, beige ou verdâtre, jaunâtre, beige rosé ou vert pâle, avec des bords qui sont relativement bien visibles. Donc on peut discerner assez facilement ces minéraux. Alors les sections, elles, sont nombreuses, vous avez des fissures et des cassures qui sont relativement nombreuses. Des sections sont souvent rectangulaires, avec des angles tronqués, avec des fissures qui sont parallèles, donc dans la longueur du cristal évidemment, ou formant 2 plans de clivage à presque 90 degrés, et les cassures sont relativement fréquentes. Donc on rappelle que le clivage, c'est la cassure d'un minéral au niveau d'une zone de faiblesse et qui vous donne un plan de clivage. Ensuite, en lumière polarisée analysée, cette fois-ci, vous avez donc des couleurs qui vont aller du jaune paille à l'orangé, et de l'orangé au brun, et du magenta au bleu. Voilà, vous avez toute une zonation de couleurs qui se transforme tout doucement d'un point à un autre. Par exemple, on passe du jaune paille à l'orangé. On passe du brun, de l'orangé au brun, du magenta au bleu. Bon, vous voyez, vous avez une zonation. Donc vous avez de très belles couleurs en tout cas, et vous avez la présence fréquente de plusieurs teintes, séparées par une ligne, on appelle ça des macles ou zonations, donc en lumière polarisée analysée. La macle, vous vous souvenez, c'est l'association de 2 ou de plusieurs cristaux qui sont identiques, mais qui sont plus ou moins imbriqués les uns dans les autres, donc avec des orientations et donc des teintes différentes. Bon, voilà, et la zonation, donc c'est le changement de composition et donc de teinte entre le cœur et la périphérie d'un minéral. Bon, voilà, donc je vous ai dit qu'il y avait donc de l'olivine, des pyroxènes, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, je vous pose une question toute simple. Est-ce que vous trouvez des feldspaths plagioclases dans la péridotite? Eh bien, vous allez me dire oui, et vous avez raison. On va décrire que ces 3-là. Donc, on a dit, vous avez des feldspaths plagioclases, et non pas orthoclases.
des plagioclases. Donc vous avez à l'œil nu un minéral qui est blanc. Voilà, qui est blanc, qui peut être gris clair également, mais souvent, très souvent, subrectangulaire et translucide également, plus ou moins translucide, avec un aspect mat, donc blanc, gris clair, translucide, mat, voilà, ça tourne autour de ça. Ensuite, donc, avec évidemment, donc ces feldspaths sont avec l'olivine et les pyroxènes, évidemment, et donc ça forme donc toujours cette structure grenue entièrement cristallisée. Donc vous n'avez que des phénocristaux, je répète, il n'y a pas de microlithes. Alors si on regarde en lumière polarisée non analysée, eh bien vous avez un minéral qui est incolore, avec des contours quelconques ou en baguette subrectangulaire, plus ou moins allongée, et vous avez un aspect qui est souvent poussiéreux et altéré avec parfois de fines fissures perpendiculaires qui sont rarement visibles au microscope. Dans ce cas, vous avez un clivage de toute façon qui sera à 90 degrés à peu près. Voilà. Le clivage, vous savez que c'est la cassure d'un minéral au niveau d'une zone de faiblesse qui vous donne un plan de clivage. Si vous regardez en lumière polarisée analysée, eh bien vous voyez du blanc, gris ou noir. Et vous avez ce que l'on appelle une macle polysynthétique. Ça veut dire une association de plusieurs cristaux parallèlement à l'allongement. Parce que les cristaux, quand ils se forment, ils s'allongent. Et vous avez une alternance de lamelles claires et de lamelles foncées qui sont très caractéristiques, comme si vous aviez blanc, gris, noir, noir, gris, blanc, etc. Donc vous avez des zonations qui sont vraiment très très faciles à reconnaître. Les plagioclases et les feldspaths, c'est pratiquement l'un des minéraux que l'on reconnaît le plus facilement. Alors, donc voilà, en quelque sorte, nous avons pratiquement fini le cours. Nous avons parlé au départ du moho. Le moho, c'est quoi le moho ? Eh bien, c'est une discontinuité qui sépare une croûte continentale ou océanique du manteau. Et les ondes sismiques, lorsqu'elles sont analysées au niveau d'un sismogramme, eh bien, elles permettent de déduire, de comprendre, de déduire, grâce à la vitesse de ces ondes P, par exemple, ils sont séparés en 3 types d'ondes. Eh bien, les 3 types d'ondes, je répète, sont les ondes PG, les ondes PN et les ondes PMP. Les ondes PG sont les ondes directes, les ondes PN sont les ondes qui sont plus rapides et qui sont allées par réfraction dans le manteau pour revenir après dans la croûte, au niveau de la croûte, soit océanique, soit continentale. Et les ondes PMP sont des ondes réfléchies. Et donc on a déduit que selon la vitesse à laquelle se propageaient ces ondes dans telle ou telle, après les calculs, lorsque l'on a fait les calculs, on a trouvé que ces ondes avaient telle vitesse, en fait, qu'elles ont accéléré ou pas. Et donc on pouvait déduire la nature des matériaux traversés. Donc ça veut dire que si par exemple un séisme se produit dans la croûte à une certaine profondeur, eh bien les ondes générées vont aller soit directement sur les stations sismiques qui se trouvent en hauteur à un certain nombre de kilomètres, donc qui se trouvent en surface. Les sismogrammes sont obtenus pour chacune des stations, et puis le calcul de la vitesse de cette onde, si par exemple elle arrive avec une vitesse de 6 et des poussières, eh bien on va déduire que soit c'est dans le granit, donc la croûte continentale, soit c'est dans le basalte, donc la croûte océanique, soit c'est dans le gabbro, croûte océanique également, puisque le gabbro est sous le basalte. Et puis si la vitesse, on fait un calcul de vitesse de 8, eh bien ça voudrait bien dire que ces ondes sont allées dans le manteau et qu'elles ont ensuite été réfractées, puis à nouveau réfractées pour aller vers la croûte. Bon voilà, je crois qu'on a dit l'essentiel. Évidemment c'est un cours un peu condensé, mais il faut ce qu'il faut, on est en science ou on n'est pas en science. Donc les ondes sismiques sont bien des outils qui nous ont permis de montrer que en traversant la croûte et en arrivant dans le manteau, il y a eu passage obligatoire par cette fameuse discontinuité majeure que l'on appelle le moho. Le moho marquera, donc ce mot marque la fin du cours. Je vous remercie d'avoir écouté, merci pour votre patience.
Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans un autre cours. Alors j'essaie de prendre une pause à la fin pour la photo. Bon. Voilà, donc j'arrête. Alors j'arrête. Comme ça peut-être, non? Préférez comme ça ou comme ça? Bon, allez, on va dire comme ça. Garde les yeux ouverts, Patrick.